Nice, 350 000 habitants. Cette ville balnéaire de la Côte d'Azur est l'une dont le climat est le plus agréable de France. Se balader à scooter, ici, est culturel. Depuis quelques années, le nombre de deux-roues ne cesse d'augmenter. Plus de 2% chaque année. Dans le département du 06, un accident mortel sur 2 est en deux roues. Une moyenne bien plus élevée que dans tout le reste de la France. Aujourd'hui, un carambolage vient de se produire. Il implique plusieurs véhicules, dont un deux roues. Il y a un mort et des blessés graves. Le motard s'en est miraculeusement sorti. Il est héliporté en urgence directement sur le toit de l'hôpital. Il présente des fractures inquiétantes. J'ai doublé un véhicule. Je me suis rabattu un peu tardivement parce que c'était un virage très serré. On était tous les deux à 50. Ça fait que l'énergie cinétique est de 100 km/h. Le choc était violent. Jean-Luc est interne en orthopédie et c'est lui qui va s'occuper de la victime. Il le retrouve en salle de déchocage, une salle qui permet de répondre aux soins les plus urgents. Jean-Luc ne perd pas une seconde et installe tout de suite un climat de confiance. Ouais, vous êtes tenter un moto? Vous avez quoi comme week-end? Un trail 600. Vous alliez vite? J'allais à 50-60. Quand je vous touche là, ça fait mal? Ah putain, ne touchez pas la barbe. Ici. J'ai des bleus là, je suis tout violet, non? Ouais, vous êtes violet, vous avez les bleus en gros, c'est bleu. Là, dans les jambes, vous avez mal ou que dans le bassin? Ah, ouais, j'ai mal là au cathéter. Là. Ah, d'accord. C'est le guidon. C'est le guidon qui a tapé là? Vous avez eu peur? On n'a pas le temps d'avoir peur. On n'a pas le temps de réaliser, on est déjà à l'envers. On n'a pas le temps d'avoir peur, ça c'est des conneries. On a peur d'un gars qui nous attend au coin de la rue, mais on n'a pas peur d'un accident. L'accident, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réaliser ce qu'est la peur. Bon, là, j'ai peur, oui, de ce qui va arriver là cette nuit, l'opération, oui, ça, oui. J'ai peur parce que j'ai peur d'avoir mal. Je vérifie qu'il est pas mal ailleurs, faire des radios, que s'il y a un truc à opérer, il faut qu'on profite de l'anesthésie. Ouais, je sais. Là, ça fait pas mal. Ah ouais. Si, dans le dos, hein, là où c'est cassé, quoi. Ah ouais. Okay. Ah ouais, parce que je suis tombé boum sur le dos. Jean-Luc se rend vite compte que le choc a été violent et qu'il ne faut pas laisser la moindre fracture sans intervention. Il ordonne un scanner en urgence et retrouve son chirurgien-chef, le docteur Gasco, pour analyser l'ampleur des dégâts. Et là, ils s'aperçoivent du pire, une fracture du bassin. Tout autour de la fracture. Je pense que c'est avec un hémothorax droite. Sur les polytraumatisés comme ça, les fractures du bassin, c'est ce qui nous... Pour un chirurgien orthopédiste, la fracture du bassin, c'est un peu la seule urgence vitale. Hein, parce que les gens meurent d'hémorragie interne avec les fractures du bassin. La zone du bassin est particulièrement problématique. Il faut stopper toute fracture car elle entraîne de grosses hémorragies à l'intérieur du corps. L'opération doit être immédiate. Jean-Luc en informe le patient. Pour l'orthopédiste, vous avez deux problèmes. Vous avez une fracture dans le dos. Ben merci. Ok. Ça, on va pas l'opérer tout de suite. Par contre, vous avez une fracture du bassin. Le chirurgien senior qui a vu le scanner, je pense qu'il faut vous opérer pour remettre votre bassin bien en place pour que ça s'arrête de saigner à l'intérieur. Sinon, c'est dangereux. La situation est grave, mais heureusement, le motard est tombé dans le dernier né des hôpitaux de Nice et il va pouvoir être opéré sur le champ. Nous sommes au nouvel hôpital de Nice, Pasteur 2. Ce tout nouveau CHU vient d'ouvrir ses portes l'année dernière à peine, en s'équipant des dernières technologies de pointe. Les urgences, bonjour. Son ambition, être l'hôpital du futur. Le bâtiment est immense, il s'étale sur 10 niveaux et offre une superficie de travail de 80 000 m², soit l'équivalent de 11 terrains de football. Sa mission, être capable de traiter 80 000 urgences par an. Pasteur 2, c'est une véritable ville dans la ville. Ici, 2800 personnes y travaillent jour et nuit. Parmi elles, nous avons suivi Jean-Luc, 38 ans, interne en orthopédie, qui, quelles que soient les circonstances, ne perd jamais son humour. Incision. Julie, 31 ans, chef de clinique, toujours très douce et très maternelle avec ses patients. Regardez-moi. Serrez-moi la main. Très bien. Damien, 31 ans, docteur en chirurgie viscérale, qui opère de jour comme de nuit. Un dévouement total pour ses patients. Oui chérie. Désolé, je sors à l'instant du bloc.
Et enfin, Pascaline, 24 ans, jeune interne étudiante, toujours le sourire aux Il y a lèvres. beaucoup de patients, hein. Oui, sérieux, ça va, t'as fraîchi. Des hommes et des femmes discrets qui soignent chaque jour des patients et sauvent parfois la vie des gens. Immersion dans l'hôpital le plus récent de l'Hexagone. Nous retrouvons Jean-Luc en salle d'opération. Le motard est sous anesthésie générale et Jean-Luc est accompagné de son chirurgien-chef. Incision. L'opération est extrêmement délicate. Les deux chirurgiens vont réparer la fracture du bassin en posant des vis et des plaques pour consolider les différentes parties cassées. Malgré la modernité du bloc opératoire, étonnamment, ils vont devoir utiliser des outils qui ressemblent à ceux de la mécanique automobile. La partie la plus critique, qu'on pense la plus critique est passée. Maintenant vient une autre partie. Maintenant on va solidariser les deux vis entre elles. Et comme en mécanique, il faut maintenant visser le tout. L'acte doit être coordonné. Les deux chirurgiens se donnent même des tops. Feu. Feu. L'intervention se termine et elle est réussie. Un soulagement pour tout le monde. Le motard est sorti d'affaire. Il va maintenant être transféré dans le service orthopédique de Pasteur 2 pour les autres fractures bénignes. Le travail des chirurgiens urgentistes s'arrête ici pour ce patient. Après plusieurs heures passées au bloc, Jean-Luc regagne rapidement l'accueil des urgences et va enchaîner les prises en charge. Les arrivées ne désemplissent pas. Vous êtes tombé? Après une longue nuit sans dormir, il est temps maintenant de passer la main. Il rend son service dans très peu de temps, mais avant, il doit consigner tous les dossiers sur informatique pour le suivi par les équipes du matin. Il est où? Il est en quoi? Il est en rien là pour l'instant. Ok, tu peux mettre mon nom dessus, s'il te plaît? C'est maintenant le petit jour et Jean-Luc va essayer de se reposer quelques minutes dans sa chambre de garde. Je vais aller me coucher. En fait, là, je crois que j'ai une petite heure pour me poser, parce que j'ai pas eu d'appel des urgences. Donc, on va en profiter. Là, il est 5h. Là, il faut que je sois à 7h30 au staff, pour présenter le staff qu'on a préparé tout à l'heure sur l'ordinateur. Donc, si les urgences ne me rappellent pas, je vais dormir 1h30, prendre une douche et le staff. Un nouveau jour se lève sur la ville de Nice. Jean-Luc est rentré chez lui et toutes les équipes qui prennent le relais se préparent à accueillir de nouvelles arrivées aux urgences. Une centaine en moyenne par jour. Julie Contanti, 31 ans, est médecin-chef. Aujourd'hui, c'est elle qui est responsable du service des urgences. Elle consulte les dernières entrées. Une garde agitée de 24 heures, c'est 250, entre 250 et 300 entrées. Voilà. Ça, c'est une grosse journée. Julie est à peine arrivée pour prendre sa garde qu'elle se rend déjà compte que ça va aujourd'hui être une grosse journée. Julie est appelée pour examiner un jeune homme qui présente une grave pathologie psychologique. Je me suis mis des coups de couteau. Vous vous êtes mis des coups de couteau dans l'abdomen? Oui. Ouais, j'ai commencé par les veines et j'ai fait le ventre. La tentative de suicide par arme blanche reste extrêmement rare. Julie est perplexe. Respire amplement. Redescends. Il faut absolument vérifier si les organes internes n'ont pas été touchés par la lame de couteau. Julie procède aussitôt à une échographie. Vous voyez bien. Très vite, elle est rassurée. Les plaies ne sont que superficielles. Mais il n'y a rien. Non, voilà. Qui est libre, qui est sec, ça c'est son spléno-rénal, où il n'y a rien du tout. Le jeune homme a ouvertement parlé de son geste. Cela ressemble plus à un appel au secours qu'à une vraie volonté de se donner la mort. Julie contacte le service psychiatrique du CHU qui saura apporter des réponses au jeune homme.
C'est aussi ça, Pasteur 2, pouvoir disposer d'un maximum de services dans un seul endroit. Une des raisons pour lesquelles Julie a choisi de travailler ici. Vous n'êtes jamais tout seul, que ce soit votre infirmier, votre aide-soignante, que ce soit les internes, les externes, vous avez constamment... vous avez des gens qui travaillent avec vous, on travaille ensemble, on parle, on échange, et ça c'était un point qui était vachement important pour moi. Et Julie est particulièrement bien lotie au niveau CHU Pasteur 2. 900 personnes s'y côtoient chaque jour. La centralisation de plus d'une dizaine de services en fait un centre hospitalier bien plus efficace. Même le SAMU y est intégré, ce qui permet à Julie de les retrouver pour sa pause déjeuner. Elle connaît bien l'équipe, car elle prend également des gardes dans ce service d'urgence. Mais la grande nouveauté ici pour le SAMU, c'est que la salle de traitement des appels se trouve également sur place, juste à l'étage. Elle centralise et répartit les appels du coup bien plus rapidement. Le SAMU, bonjour. Voilà, vous montez avec l'enfant et puis on prend l'enfant en charge avec notre médecin, notre infirmière. D'accord ? Allez, faites-le. Vous appuyez, vous relâchez. Vous appuyez, vous relâchez. Vous n'arrêtez pas de le faire jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et c'est également le service de régulation qui choisit d'envoyer ou non le SMUR. Et aujourd'hui, il est déclenché pour une fracture ouverte à domicile dans le Vieux-Nice, à 10 minutes de l'hôpital. À son bord, Waria, l'infirmière, Eric, l'ambulancier, et Jean-Baptiste, le médecin qui prend les dernières informations importantes de la salle de régulation. Ok, mais du coup, il y a des secours sur place parce qu'elle est très algique. On repart. D'accord, ça marche. Okay. Les pompiers sont déjà sur place, mais l'intervention nécessite les compétences d'un médecin urgentiste. La fracture est impressionnante, impossible de la transporter. Les pompiers ont été prévenus par cette jeune voisine de 17 ans, suite aux appels au secours de la victime. La scène est assez incroyable. Une vieille dame est allongée dans l'entrée de son appartement. Toute la partie inférieure de son tibia s'est cassée perpendiculairement à sa jambe. Pied les français dedans. Pardon, merci. Ne bougez pas, madame. Ne faites rien. Elle a glissé de son tabouret dans la cuisine, s'est fracturé le tibia, puis s'est traînée, jambes cassées, à la simple force de ses bras, jusqu'à la porte d'entrée, et a appelé à l'aide. Elle a perdu beaucoup de sang, pourtant c'est avec le sourire qu'elle accueille l'équipe médicale. Vous êtes courageuse, dites donc, hein. Vous dites rien, vous êtes courageuse. Ça va, madame, la douleur, ça va? Ouais. Je sens quelque chose. J'imagine bien. Bon, je ne vous cache pas que c'est bien cassé, hein. Complètement cassé, les deux os, et ouvert. Donc il va falloir qu'on remette la jambe dans l'axe. Alors évidemment, on ne va pas vous remettre la jambe dans l'axe sans vous donner de médicaments. Hein. On va vous endormir un petit peu, le temps qu'on vous mette la jambe dans l'axe, et vous vous réveillerez, vous vous rappellerez plus de rien. Ou pas grand chose. D'accord? Allez, je vais pas téléphoner à mon fils. On va le prévenir après. D'abord, on s'occupe de votre jambe, d'accord? Alors, on va découper le pull pour pouvoir vous mettre la perfusion. Je sais qu'elle est la chaîne. Elle est là, je l'ai dans la main. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est le médecin. C'est le médecin qui va vous l'enlever. Voilà. Ah, en fait, ça s'enlève comme ça. Voilà, mettre tes vœux dans le tiroir, là. Là? Dans celui-là? Cette chaîne, ça fait 80 ans que Eh oui, on la perd pas, elle est là. Elle est dans le premier tiroir, d'accord? Voilà, merci bien. La vieille dame s'appelle Eugénie. Elle a 94 ans et toute sa tête. Elle sait exactement ce qu'elle veut et n'est pas du genre à se laisser faire. C'est pour vous surveiller. Si, c'est important, madame. Si, madame, c'est très important, c'est obligatoire. Hein. Là, on va vous endormir pour remettre la jambe droite. C'est obligatoire pour vous surveiller. Hein. Je vous l'enlèverai après, vous inquiétez pas, dès que vous vous réveillez. Oui, allez-y, enlevez les dents, enlevez vos dents. Non, les dents, je ne les enlève pas. Hein. Et si, mais ça aussi, c'est obligatoire, madame. Vous avez peur pourquoi? Vous avez peur de les perdre? Vous avez peur de les perdre? Je les enlèverai quand elle dormira, c'est pas grave. Non, j'aime rester devant l'hôpital. Allez, d'accord, vous inquiétez pas, je les enlèverai si ça gêne quand elle... Voilà, très bien. Eugénie va subir une anesthésie très brève, de quelques minutes à peine. Il faut lui remettre la jambe dans l'axe. Sans ça, impossible de la transporter. Et pansement américain, s'il te plaît. Effectivement, ça tient plus par an. Je vais t'aider. On met ça déjà? Ouais, je tiens là. Eugénie,
Eugénie, est-ce que vous arrivez à bouger les orteils du pied gauche? Nickel. Parfait. L'anesthésie a duré à peine 5 minutes. Mais tout de suite, Eugénie s'inquiète de nouveau pour son fils. Ça m'a fait de la peine de pas pour moi que pour mon fils. Le dernier, je l'ai eu à 42 ans, il a 53 ans celui-là. Et il est tellement gentil pour moi que... Il va s'inquiéter. Je veux voir comme ça lui fait de la peine. Mais oui. Le numéro de téléphone de votre fils, il est où? Voilà, mon fils, je suis... Ah, c'est Sylvain? Non, le plus haut. Comment il s'appelle votre fils? Préciosa, Sylvia. Voilà, on a le numéro là. Non, le là. plus haut. Oui, le plus haut. Voilà. Le plus haut. Quand il a commencé à... Oui. Mais avant de partir à l'hôpital, après s'être inquiétée pour son fils, elle s'inquiète maintenant pour sa maison. Vous n'avez pas ouvert le gaz. Le gaz il est fermé. Le gaz il est fermé. Le gaz il est fermé et on va fermer la porte à clé. Non, pas à clé. On va la pousser à peine. Comment non, on va pas trouver le bon pourcent là. Eugénie va être emmenée aux urgences de Pasteur 2, où là encore, elle va faire preuve de bonne humeur et de décontraction. On vous laisse entre de bonnes mains. Ah oui, on vous laisse. Merci beaucoup. De rien. On va s'occuper de vous. Très vite, Eugénie va être prise en charge par Jonathan, l'interne en orthopédie des urgences. Il va découvrir l'importance de la fracture. Je suis le chirurgien orthopédiste. Bon, mais est-ce que vous sentez que je vous touche? Oui, oui. Ouais? Là aussi? Je sens, oui. Là aussi? Oui. Très bien. Alors, vous me dites si je vous fais mal, hein? Malgré l'importance de la fracture, Eugénie ressent le toucher mais toujours pas la douleur. Un phénomène qui n'étonne pas le chirurgien. Les personnes âgées sont quand même souvent beaucoup plus tolérantes à la douleur. C'est pas rare de voir les personnes âgées comme ça qui ont pas spécialement mal. Hop, alors faites attention à votre coude. Eugénie doit être opérée dans les 6 heures. C'est le délai au-delà duquel il ne faut pas aller afin d'éviter une infection de sa jambe. Le lendemain matin, nous retrouvons Eugénie. L'intervention a duré 3 heures dans la nuit et tout s'est parfaitement déroulé. Dans la chambre, son fils est déjà là. Il écoute avec attention le récit de sa mère. J'arrive à la cuisine, je tombe. Heureusement que je ne suis pas tombée, que je n'ai pas tapé la tête contre la cuisinière, tout ça, là, sur le fait. Je me suis regardée pleine de sang. C'est pas ça, je dis, madame, comment je fais pour aller ouvrir la porte d'entrée dans la cuisine là? Je me suis traînée, c'est ça qui me le sang par terre. Et heureusement qu'il n'y a que le bureau. Et je me suis rassurée. C'est pas ça, j'avais peur que le bureau, il y a un pied qui ne tient pas beaucoup, qui va bien dans le bureau dessous. Jonathan vient faire sa visite médicale avec Nathalie, sa chef de service. Le chirurgien lui a posé des broches avec un fixateur externe pour une meilleure consolidation des os et pour lui permettre de remarcher très vite. Montrez-moi. Bougez les orteils. Allez-y, bougez les orteils. Très bien, parfait. Vous sentez là quand je touche? Vous sentez que je touche le pied là? Oui. D'accord. Il va falloir marcher maintenant avec, parce qu'on vous a opéré pour que vous recommenciez à marcher. Donc demain, vous allez vous lever, poser le pied par terre. Oui, demain, avec le kiné. Et ensuite, il va falloir qu'on surveille parce que vous aviez une grosse plaie là. Bon, et demain ou après-demain, on refera les pansements là. Voilà. On regardera la plaie. D'accord? Bon, allez, on compte sur vous. Il faut marcher maintenant. Demain, il faut marcher, maman. Hein. Son fils est à peine étonné du bon état de santé de sa mère. Il connaît bien son caractère. Tu es en forme là? Tu es en pleine forme? Voilà, c'est incroyable. Il y a une grosse partie, même à mon avis c'est la plus grosse partie, c'est son moral qui est supérieur à son mal physique, la preuve, puisque bon, elle n'a aucun mal. L'histoire d'Eugénie se finit dans la bonne humeur. Mais
Mais à Pasteur 2 aux urgences, toutes les histoires ne se terminent pas toujours bien. Nous retrouvons Julie. Elle est appelée au chevet d'une nouvelle malade. Elle vient d'être transportée par les pompiers. La patiente a fait un malaise plus tôt dans la matinée. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Serrez-moi la main, madame. Là, serrez-moi la main. Très bien. Parfait. Pliez la jambe, là. Pliez la jambe, madame. Oh non, pliez. Allez-y. Voilà. Super. La patiente est plongée dans un état inquiétant. Elle entend et répond aux sollicitations du médecin, mais ne parvient pas à bouger les membres du côté droit. Madame, ouvrez les yeux, regardez-moi. Julie est inquiète. Elle pense aussitôt à un AVC, un accident vasculaire cérébral. Regardez-moi. Il faut agir vite car s'il s'agit d'un AVC, cela peut créer des lésions cérébrales irréversibles qui peuvent même être fatales. Donc on va aller faire le scanner pour aller voir s'il y a un saignement au niveau du cerveau qui pourrait être responsable de son état de conscience. Julie appelle aussitôt l'équipe en charge du scanner. Et vu l'affluence, elle est aussi obligée de négocier. J'aurais besoin d'un crâne moins assez urgent pour une dame de 75 ans. Ouais, je peux, 14 heures, c'est pas possible, ouais. Allez, dans un quart d'heure, allez, je vous l'amène. Je vous remercie, au revoir. Julie pousse le brancard elle-même jusqu'au scanner pour ne pas perdre de temps. S'il faut opérer, chaque minute qui passe est comptée. Voilà. C'était sûr. Qu'est-ce qui se passe? Elle saigne au niveau de la tête. Ce qu'on appelle un AVC hémorragique. Ça veut dire que c'est grave, oui. Julie contacte aussitôt les chirurgiens spécialistes des opérations du cerveau. Mais le scanner montre un saignement très étendu à toute une partie de la boîte crânienne. Il est malheureusement trop tard pour opérer la patiente. Elle va devoir prévenir la famille. Comment on gère ces moments-là? On essaye surtout de ne pas faire de bêtises et d'oublier personne, parce que je pense que cette dame, elle a de la famille et qu'à un moment donné, il va falloir aller prendre le temps pour leur expliquer ce qui se passe. Julie va devoir annoncer le décès imminent de sa patiente. Prévenir la famille lorsqu'un patient est sur le point de décéder est toujours très difficile pour les praticiens hospitaliers. Mais dans le cas de cette patiente, c'est encore plus complexe, car sa fille n'a pas l'air de saisir la gravité de la situation. Je suis le docteur de l'hôpital des urgences à Nice. Vous comprenez ce que je vous dis? Elle a un hématome. Elle a un hématome au niveau du cerveau. Elle saigne dans le cerveau, votre maman. Donc là, c'est assez grave. L'état de votre maman, il est grave là. Parce que votre maman, elle ne nous répond pas. Elle est dans le coma là actuellement. Donc son état là est très grave. Voilà. Mais probablement on ne l'opérera pas. D'accord? Et donc, ça veut dire que madame elle va décéder. Julie a pu informer la famille comme elle l'a pu. Elle a fait son devoir de médecin. Malheureusement, les cas d'AVC qu'elle rencontre sont fréquents à Nice, car ils touchent plus particulièrement une population vieillissante. Là, c'est des pathologies, enfin les AVC hémorragiques, on en voit quand même beaucoup par jour. Donc on sait que ça se finit mal et puis on s'y habitue, malheureusement. Voilà. Les décès font aussi tristement partie du quotidien de l'hôpital. Et il n'est pas rare que les familles fassent appel à un prêtre
pour prendre les derniers sacrements. Gérer les cas désespérés, c'est l'un des aspects du métier les plus éprouvants. Damien, 31 ans, chef du service de chirurgie viscérale, est lui aussi confronté à ce genre de situation et doit savoir gérer l'annonce des décès aux familles. C'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure de nos études, par compagnonnage. On apprend à parler aux gens, à leurs proches, à leurs familles, à expliquer les choses le plus simplement possible, mais le plus clairement possible, sans mentir. Et c'est quelque chose qui est difficile, qui prend plusieurs années, effectivement, avant d'être à l'aise dans ce genre de situation, et je crois qu'on ne l'est jamais complètement. On se met à la place des gens, on a tous vécu des moments difficiles dans nos vies, et c'est vrai que imaginer leur peine, c'est souvent difficile. Ce soir, il s'occupe d'un patient de 64 ans qui est rentré pour des problèmes digestifs qui se sont transformés en infection généralisée. Son état se dégrade rapidement. Damien est très inquiet. C'est un homme jeune de 63 ans, mais dont l'état général est un peu dégradé, et effectivement son état physiologique ne correspond pas forcément à son état civil. Alors, Olfa, notre radiologue, va essayer de nous donner des éléments de réponse. Là, il commence un coma. L'homme commence un coma et son pronostic vital est engagé. Damien le ramène dans sa chambre avant de décider quoi faire. Finalement, Damien décide de le transférer en urgence dans un service de réanimation plus spécialisé pour ce cas spécifique. C'est sa dernière chance. On pense que c'est une infection de la bile liée à un calcul qui bouche le foie. Et donc maintenant, c'est la chaîne des téléphones où il faut effectivement joindre le gastro-entérologue, ce que je viens de faire, qui est d'accord. Et maintenant, il faut organiser le transport en contactant le SAMU pour pouvoir organiser le transport et trouver une réanimation qui puisse accepter le malade, soit sur l'hôpital où aura lieu l'endoscopie, soit chez nous. Ouais, je m'y colle de suite. Ok, nickel. Merci à toi. Après quelques coups de fil, le SAMU arrive en 2 minutes à peine, de l'autre côté du couloir. Voilà, il part avec tout. J'ai mis un petit bon dedans, il y a tous les courriers de son hôpital initial. Et il vous imprime toutes les prescriptions, comme ça sera complet. Depuis l'arrivée du patient à l'hôpital, le médecin a tissé des liens avec lui. Alors il tient à l'accompagner jusqu'à l'ambulance. Et ça, c'est un patient qu'on a eu l'occasion de bien connaître maintenant depuis 3 semaines. Donc c'est vrai que c'est pour lui dire au revoir et à demain, parce que je repasserai le voir en réanimation dans l'autre hôpital du CHU. Donc voilà, c'est une façon de lui dire au revoir. À tout à l'heure. Bonne soirée. Il faut savoir passer à autre chose pour les autres patients, mais en même temps on est ému, on espère que ça va l'améliorer, bien sûr, parce que si effectivement cette intervention et la réanimation ne l'améliorent pas, effectivement les choses pourraient s'aggraver pour lui assez rapidement. Là, tu lui as dit au revoir, mais tu sais pas si... Je ne sais pas si c'était pas adieu, effectivement, c'est ce qui est difficile. Quelques jours plus tard, Damien ira rendre visite à son patient. Son état va se dégrader. Il succombera à sa maladie peu de temps après. La disparition des patients est toujours quelque chose de difficile à vivre pour un médecin. On n'est jamais complètement protégé. Il y a toujours des situations qui peuvent nous émouvoir, nous faire pleurer, malgré quand on grandit, quand on vit sa propre vie, mais on a toujours des moments qui nous émeuvent. Quand c'est parfois des gens jeunes ou des patients avec qui on a discuté plusieurs semaines, ou des situations où il y a beaucoup d'émotions, effectivement, ça reste parfois difficile, on n'est pas toujours protégé, mais il faut savoir aussi passer à la suite, rester neutre, parce que sinon on ne prend pas les bonnes décisions. Les médecins urgentistes doivent faire face au décès, et c'est plus ou moins facile aussi en fonction des causes. Tentative de suicide, accident de la circulation, violence, ou encore meurtre, les médecins doivent toujours tenir bon, quelles que soient les circonstances. À Nice, la ville est réputée très sûre. Pourtant, elle subit depuis peu un regain d'assassinats par balle dans ses quartiers populaires.
Quelques jours avant notre reportage, en une semaine seulement, 2 fusillades en plein jour ont fait 2 morts. Aujourd'hui, 2 nouvelles victimes blessées par balle dans un règlement de compte entre dealers viennent d'être prises en charge par les pompiers et le SMUR. Direction les urgences de Pasteur 2. L'un va décéder à son arrivée à l'hôpital, l'autre est blessé à la jambe. Jean-Luc est de garde, c'est lui qui va le prendre en charge. Je vais aller voir, Son état peut très vite s'aggraver. Il faut vite connaître l'ampleur des dégâts qu'a fait la balle sur l'os. Alors, pour ne laisser aucun doute, Jean-Luc va faire un scanner en urgence. Le staff de traumatologie a demandé à ce qu'on fasse un scanner avec des coupes de bonne qualité sur les os pour voir les fractures. Le cas de la victime nécessite une opération sur le champ. Ce patient, il a pris une balle, okay. La balle a cassé un os et il y a des trous dans la peau, donc ça devient une fracture ouverte. Donc ça nécessite un lavage et un parage au moins au bloc opératoire pour que ce soit propre et diminuer le risque d'infection, qui reste élevé quand même. Le cas est urgent, il faut éviter une infection et surtout stopper l'hémorragie interne. L'homme perd son sang. Le blessé par balle est prêt pour rejoindre le bloc. Dans le couloir, la police veille à la sécurité de tous. La présence policière et le profil du patient rendent l'atmosphère un peu spéciale. Mais pour l'équipe médicale, un patient reste avant tout un patient, peu importe son casier judiciaire. Avant de démarrer l'intervention chirurgicale, toute l'équipe prépare minutieusement la table d'opération. Chacun s'affaire autour du jeune homme. Jean-Luc va opérer le blessé avec son chef de clinique, le professeur Olivier Gastaud. En tant qu'interne, il est assistant du chirurgien-chef pour les opérations lourdes. La balle est ressortie, il y a une petite sortie, donc on devrait arriver facilement à gérer ce problème. Ça, on a un drap par terre. Tu peux m'habiller? Merci. Tout est stérilisé. Pas moins de 5 personnes assistent les 2 chirurgiens. Il faut aller vite. Le risque d'une infection osseuse peut apparaître en quelques heures seulement. Dans un premier temps, les 2 chirurgiens vont parer la plaie, c'est-à-dire extraire tous les tissus qui ont été abîmés. Une opération qui va ouvrir encore un peu plus la plaie, mais qui est indispensable pour la nettoyer correctement. Ouais, vas-y, donne une crépine s'il te plaît. Alors, on la met au bout de la seringue. Donc vous lui injectez quoi en fait? Avec de la bétadine, c'est l'antiseptique. C'est de la bétadine diluée, le principe c'est de diluer les germes un maximum. Pour diminuer l'inoculum, on l'attend. Parce que de toute façon la plaie est contaminée, donc de toute façon c'est comme s'il y avait un début d'infection. Dans le bloc, l'humour, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour gérer les situations de stress. Jean-Luc en fait une règle de travail. Mais malgré l'urgence et l'importance de l'intervention chirurgicale, l'ambiance est détendue, voire très détendue. Là, donc je te sens, je repère au doigt. Je prends l'objet. Je m'introduis. Coupez, Marc. Mais nous on rigole tout le temps, même dans l'adversité. Attends, ouais. Non, je pense qu'il faut essayer de se détacher un peu aussi pour mieux supporter la pression et le stress. On est trop loin. Après 1h30 au bloc, l'hémorragie est stoppée, la plaie entièrement désinfectée. Il ne reste plus que sa fracture, mais qui elle se réglera plus tard. Je laisse fermer, je vais voir ça. Le jeune homme va pouvoir rejoindre la salle de réveil, sa jambe est sauvée. À Nice, les violences aux personnes sont en forte progression, plus 15% en un an. Et pour les cas les plus graves, c'est bien sûr aux urgences que cela finit. Dans la zone de soins, Pascaline, une jeune interne de 23 ans, court de box en box pour subvenir aux besoins de chacun. Bonjour, monsieur. Ça va? Parfait, bah, je te signe. Sa journée aujourd'hui va être particulièrement intense. Après 6 ans d'études, elle pratique la médecine sous la responsabilité d'un médecin senior.
Elle est toute nouvelle au CHU de Nice et pleine d'énergie. Toujours le sourire aux lèvres, elle est prête à affronter toutes les situations. If you want to go, you can go. I know, but there is a lot of patients, so you have to wait. Il y a beaucoup de patients, hein? Oui, there is a lot of patients. Un jeune homme de 29 ans vient de se présenter avec la lèvre supérieure ouverte en deux. La plaie est impressionnante. L'homme a reçu un coup de poing au visage dans un bar pendant la nuit. Pascaline prépare aussitôt une anesthésie pour recoudre la plaie au plus vite. Ça va un petit peu piquer, d'accord? Vous allez faire un petit peu d'anesthésie? Non, là je mets un peu de désinfectant. Ah d'accord. La première chose à savoir pour Pascaline est de préparer correctement un environnement stérile pour ne pas infecter la plaie lors de l'intervention. Ensuite, elle va devoir apprendre à piquer son patient sans lui faire mal. Et là, elle doit le faire en plus dans une zone particulièrement sensible. Voilà. Parfait. Vous sentez comme je touche là? Non. Ça vous fait mal? Pascaline est contente. Elle a réalisé l'anesthésie parfaitement. Elle part maintenant chercher le médecin-chef qui va recoudre la plaie. Il est anesthésié, il y a le champ, il y a la lumière, il y a tout. C'est plus qu'à recoudre. L'intervention terminée, Pascaline a toujours le sourire. Son opération s'est bien passée. Cela fait 6 heures qu'elle est maintenant aux urgences. Elle en a encore 18. 18 où il va falloir toujours garder le moral. C'est impressionnant parce que vous avez toujours le sourire. Vous vous laissez jamais démonter en fait. Eh ben il faut pas, parce que sinon c'est la loose. Oh chef, on reste poli. Quoi? On reste poli. Un homme très agité et saoul est arrivé aux urgences. Il crie car les urgentistes l'ont attaché. En effet, il s'est déjà blessé à la tête en tombant tout seul. Mais il se débat et tente de se détacher. Laisse-moi libre. Si vous ne vous écoutez pas, forcément vous allez rester attaché. Hein. D'accord, mais moi libre. Ouais, mais est-ce que vous écoutez le médecin si vous met libre? D'accord. Oui? Bah oui. Si vous remontez un peu, tiens, si vous remontez un peu, vous aurez moins mal. Laisse-moi ça. Ouais, remontez un peu. Pascaline, elle, tape ses comptes rendus. Mais l'homme hurle de plus belle. Putain de merde! C'est-moi libre! Oh! Calmez-vous! C'est-moi libre! Calmez-vous! Comment je vais calmer? Comment des gens agités comme ça? Ah oui, ça dépend des soirs. Ouais. Comment tu gères dans un cas comme ça? Surtout quand t'es une femme, c'est un peu compliqué, non? Bah non, mais on est plusieurs, hein. On est une équipe ouais. Solidaire, qui comprend des hommes et des femmes. Donc en général, vous allez à deux pour... Oui, c'est toujours mieux d'être à deux. L'homme fait beaucoup trop de grabuge. Pascaline, malgré son jeune âge, ne se démonte pas et décide toute seule d'aller le calmer. Comme ça. C'est moi le docteur. D'accord, mais je suis attaché comme ça, comment? Il y a beaucoup de monde, monsieur. Laisse-moi s'il vous plaît. Il y a beaucoup de monde, du coup il faut Laisse-moi, attendre. Oui, d'accord. après, dès que je vous vois, on va pouvoir vous détacher après si c'est possible. D'accord? C'est pour votre sécurité, pas que vous tombiez du moins. D'accord. Visiblement, la douceur et les mots de Pascaline font effet. Le patient alcoolisé se calme. Un peu plus tard, le jeune homme à la lèvre ouverte est prêt pour sa sortie. Il ne reste plus qu'à régler les dernières formalités. Ça s'est bien passé? Très bien, très bien. J'ai toujours beaucoup d'appréhension sur ce genre de truc parce qu'on ne sait jamais si tout d'un coup la personne va tirer ou bon, c'est des médecins, mais on ne sait jamais. Quoi. Mais là, ça s'est très bien passé. Le jeune homme gardera certainement une cicatrice de son altercation. Les accueils aux urgences suite à des actes de violence sont fréquents. Il arrive même que des actes violents soient totalement gratuits. C'est ce qui est arrivé à cet homme qui vit en fauteuil roulant. Bah écoutez, un mec bourré, il est passé, il m'a mis un coup de pied dans le dos, je suis tombé du haut de la promenade jusqu'en bas. Tout simplement. C'était quelqu'un que vous connaissiez ou... Non, non, sans aucune raison particulière. Nous retrouvons Jean-Luc qui va s'occuper de lui. Alors, vous m'avez dit que vous étiez paraplégique. Suite à quoi? Un accident de la route? Train? Ok. Donc vous avez une paraplégie qui est incomplète en fait. L'homme est paraplégique et unijambiste depuis une vingtaine d'années, suite à un accident de train. Mais il ressent pourtant encore la douleur. Jean-Luc va très vite y être confronté. Vous êtes prêts? Désolé. Allez, le mal est fait, ok?
Okay. Le pied, vous le mettez jamais sur un truc pour le garder un peu comme ça? Non. Très peu? Vous avez un kiné qui vient voir tout un petit peu? Ça fait mal. Excusez-moi. Ça a fait mal là-haut ou ça fait mal dans la cheville? À la cheville. Le genou, je sens pas ça. Dans sa chute, l'homme s'est fracturé la cheville. Jean-Luc doit le plâtrer. Et puis on va vous faire un beau plâtre moderne, à base de plâtre, à l'ancienne. En fait, le plâtre, il faut qu'il soit fait à l'eau tiède. S'il est fait à l'eau froide, il met beaucoup de temps à chauffer, à sécher. Et s'il est fait à l'eau chaude, vu qu'il chauffe lui-même, eh ben ça brûle. Bon, ce sera un plâtre à l'eau tiède, hein, mais tiède fraîche. Hein. Vous êtes prêts? Voilà. Et comme une précaution vaut mieux que deux, Jean-Luc va faire poser un masque à la victime et lui faire respirer un gaz anesthésiant pour qu'il supporte mieux les douleurs lors de la manipulation. « 14h, c'est enfin le moment de la pause déjeuner pour Jean-Luc. Un des rares moments de détente qui est particulièrement bienvenu. Il va retrouver son humour pour bien décompresser. Après tant de vies de sauvées, une vie de travail, nous allons prendre un repas bien mérité. Bonjour. Salut Loïc. Non, nous on est tout le temps détendus. Bonjour, ça va bien? Je suis sérieux, je suis tout le temps détendu moi. Le stress, je le subis pas, c'est moi qui le crée. Pas très sexe hein, aujourd'hui. Bonjour. C'est quoi ce truc s'il vous plaît? À Pasteur 2, la cafétéria est capable de fournir 1500 repas par jour. Pareil mais moins bien. Bonjour. Je suis un des internes et j'ai oublié ma carte. Mon nom c'est Régnier. Putain, pas que... Jean-Luc est de bonne humeur ce matin. Tout s'est bien passé pour lui. Bon, incision. Le téléphone sur toi là tout le temps? Tout le temps. Même là? Même là, surtout là en fait. Parce que quand t'es pas là, il faut qu'on puisse te joindre, évidemment. C'est H24, il faut plusieurs jours pour... Non, c'est vrai, hein, pour oublier un peu la machine. Même en pause déjeuner, Jean-Luc doit pouvoir répondre instantanément à toute urgence. Ce midi, il ne va pas être dérangé, mais à côté, Grégoire, lui, le médecin du SMUR, n'a même pas le temps de ranger son plateau, qu'il est bipé pour un cas grave. Il rejoint l'urgence, l'infirmière et l'ambulancier pour un départ immédiat. Une victime est en train de faire une allergie et développe un gonflement appelé un œdème de Quincke. Si cet œdème n'est pas traité dans les plus brefs délais, il peut lui être fatal. Grégoire a très vite saisi l'urgence de l'appel. Ils sont à quelques minutes seulement du lieu d'intervention. Ça gonfle au niveau de la gorge, des voies aériennes et ça peut empêcher l'air de passer. Donc le patient il risque de s'étouffer. Et il ne faut pas trop traîner. Les pompiers sont déjà sur place et le chef d'unité transmet immédiatement son bilan. 59 ans, suivi une anesthésie il y a 20 minutes. D'accord. Il a donc articaïne et adré 1/200 mg. Il y a 15 minutes, il a ressenti des picotements et les bras rouges. Ça marche. La victime est chez son dentiste. Ce dernier connaît bien les réactions allergiques que peuvent provoquer les produits anesthésiants. Il n'a pas hésité une seconde avant d'alerter le SAMU. Grégoire va tout de suite ordonner l'injection d'un antidote pour stopper le gonflement. On va lui mettre juste un intraveineux comme ça et ça passe et ce sera bon. Pendant que l'infirmière prépare ses produits, Grégoire vérifie toutes les constantes de la victime. On va vous faire quand même un électrocardiogramme, vu la douleur, les sueurs, tout ça. Mais le médecin est inquiet, une des constantes n'est pas bonne. La saturation est un peu limite. L'oxygène dans le sang est un peu limite, donc c'est vrai que le laisser rentrer comme ça, je pense que ce serait peut-être bien de le surveiller quelques heures à l'hôpital. D'accord. S'il n'y a pas de recrudescence, et souvent on peut avoir un effet rebond au niveau des allergies. Donc. Vu la situation, sa femme a été appelée en urgence par le dentiste. Ce n'est pas la première fois que son mari fait cette réaction allergique. Moi je suis juste venue chercher mon mari qui était chez le dentiste. Voilà. Et en fait il ne pouvait plus respirer, il est allergique. Enfin, c'est la première fois? La deuxième. On enlève. Troisième.
troisième, l'autre c'était une dizaine d'années. Il devient tout rouge et il commence à gonfler. Et tout. Ça a commencé à me piquer les mains au bout de 3 minutes. 2-3 minutes. Et puis ça a duré quand même 5-10 minutes. Le temps de conditionner la victime et ses directions à l'hôpital. Le médecin veut être certain que l'état du patient n'évolue pas dans le mauvais sens. Le risque zéro, il n'existe pas. Après, là, on a quand même pas mal de critères qui nous font dire qu'il n'y a pas de risque vital là dans la minute. Mais en intramusculaire, ça peut s'aggraver sur la route. Alors, pour être certain de ne pas avoir de mauvaises surprises pendant le transport, le médecin et son infirmière montent directement dans l'ambulance des pompiers. L'équipe médicale va très vite rassurer le patient, car son état se stabilise très nettement. Bon, ben voilà, là de sauver. En quelques minutes à peine, la victime est transférée au service des urgences de l'hôpital Pasteur II de Nice. Elle va y être prise en charge et son état est entièrement sous contrôle. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Damien Massalou à l'hôpital Larcher, un autre hôpital de Nice où il exerce des opérations mais programmées. C'est la fin de la garde là, Damien? Non, c'est la fin de la journée de travail et maintenant c'est le début de la garde. Donc on change d'hôpital, on change de blouse et c'est parti. Damien est un marathonien de la chirurgie. Ce soir, il rejoint les urgences de Pasteur II où il doit passer toute une nuit de garde. Il n'a même pas le temps de repasser chez lui, ni d'embrasser sa femme et sa fille. C'est pas loin d'être H24 parce que on travaille et puis après pour le suivi des patients c'est vrai qu'on peut être amené à être dérangé un peu n'importe quand et on a tendance à passer s'occuper des patients aussi les week-ends même quand c'est pas forcément la garde ou l'astreinte. Alors après il faut aussi savoir ménager des moments pour soi, pour sa famille, ses enfants parce que sinon on s'oublie. Ah bah tiens, ma femme. Oui chérie. Oui toi. Désolé, je sors à l'instant du bloc. Donc voilà, ça va toi, la journée? Et Juju, ça va? Bon, bon appétit les filles. Bisous. Ça arrive parfois de faire beaucoup d'heures, d'enchaîner des semaines de fou et de juste rentrer à la maison pour dîner et dormir. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu difficile pour les proches, pour ma femme et ma fille surtout. La petite, parfois, elle me réclame. Là, elle me réclamait au téléphone. Puis après, c'est comme ça. Elle me reverra demain. Ça y est, t'attaques l'autre hôpital. Voilà, on est arrivé à l'hôpital. Et c'est parti pour plus de 12 heures. Et pendant que Damien va prendre sa garde de nuit, il croise Julie, qui elle, n'en fait plus depuis quelques jours. Bonne garde. Merci beaucoup, bonne soirée. Allez, ciao. Les femmes enceintes ont la possibilité de ne plus faire de garde, tout simplement pour aussi s'occuper d'elles et de leur bébé. Et quel rapport avec Julie? Et Julie attend un très heureux événement, donc il faut qu'elle se ménage aussi. C'est le papa qui parle. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Coucou Nanou. Voilà, le second bureau. À peine sa blouse enfilée, il fait le tour de son service. Un patient est en attente. Rapidement, dès les premières palpations, il se rend compte qu'il va encore devoir opérer. C'est le ventre qui fait mal? Ça fait très mal. Vous avez la péritonite. Il faut opérer. Le cas du patient est grave. Une péritonite est une infection suite à une perforation de l'intestin, généralement due au stress ou à l'alcool. L'infection peut rapidement entraîner la mort si elle n'est pas traitée dans les heures qui suivent. Le patient doit être opéré dans la nuit. Damien doit l'annoncer au malade. Seulement voilà, l'homme est polonais. Mais Damien est prévoyant. Vous avez compris ou pas du tout?
Google Translate. On a un patient qui a une péritonite, qui ne parle pas un mot de français, et pour lequel on va tenter d'expliquer, en trouvant si possible sa langue via Google Translate, pour lui expliquer qu'il a une péritonite, qu'il faut l'opérer, sans quoi il ne pourra pas guérir. Écoutez, écoute. D'accord? Hein? On va s'en occuper ce soir. Il va falloir rester à l'hôpital quelques jours. D'accord? D'accord. Allez, on va s'en occuper. Et c'est avec sang-froid et décontraction que Damien va enchaîner cette nouvelle opération, après avoir déjà passé 4 heures au bloc. Donc oui, j'ai opéré une bonne partie de la journée, et là on va opérer une partie de la soirée. J'espère que ce sera pas trop long pour lui comme pour nous, parce que c'est vrai que la nuit on peut aussi avoir des moments un peu de fatigue, donc c'est important de pouvoir faire des interventions, d'être efficace sur les interventions. Et ça fait des journées parfois un peu à rallonge, mais on s'habitue avec le temps et on est d'autant plus concentré quand on fait les opérations. On oublie tout ce qui existe ailleurs et on est concentré uniquement sur le geste, et heureusement. Damien ne veut pas faire attendre son patient, alors il le transfère lui-même jusqu'au bloc opératoire. C'est rare chez les médecins, mais Damien aime que ses patients n'attendent pas trop. Bon, mais j'arrive. Allez, à toutes. À peine le malade confié au personnel médical du bloc, Damien va se préparer et revêtir sa tenue des chirurgiens. Il est minuit et va rester au bloc 3 bonnes heures. Il va sortir d'affaire le patient polonais. Malgré toutes ces heures de travail, Damien reste toujours autant dévoué à ses patients. Les journées aux urgences pour lui, comme pour les autres urgentistes, ne se ressemblent jamais. Chacun d'eux, avec un caractère et une expérience bien différentes, doit chaque jour faire face aux nouveaux cas qu'ils doivent accueillir. Des cas souvent difficiles, mais qu'ils doivent toujours gérer avec professionnalisme. C'est la mission qu'a confiée la ville de Nice aux 50 urgentistes du nouveau CHU de Pasteur II.